À 4 jours du premier tour des élections législatives en France, Mizzen TV vous propose un zoom sur les Français de l'étranger qui votent actuellement avant l'Hexagone pour désigner leurs représentants parlementaires. Une circonscription va nous intéresser tout particulièrement, la 8e circonscription, une zone qui comprend la Turquie, l'Italie, la Grèce, Chypre, Malte, la Palestine et Israël, et qui verra le député sortant, un certain Habib Meyer, face à quelques autres candidats. Parmi ces candidats, nous avons choisi de donner la parole aujourd'hui à David Bizet, qui est donc candidat pour représenter les Français de l'étranger dans cette 8e circonscription, avec comme suppléant Najib Azergui de l'Union démocrate des musulmans de France. David Bizet, bienvenue sur Mizzen TV, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bienvenue. Alors vous êtes donc candidat sur cette 8e circonscription face à Habib Meyer, le défenseur inconditionnel d'Israël, de sa politique coloniale et du génocide toujours en cours, il faut bien le dire. Avant de parler du cas Meyer, on va se pencher un petit moment sur votre candidature. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public, présenter votre parcours, votre choix d'émigrer en Turquie et les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous présenter à cette élection? Alors en fait, moi je m'appelle David Bizet, donc je suis journaliste, j'ai 40 ans, je suis marié, père de famille. À la base, je suis historien de formation, donc j'ai obtenu ma licence d'histoire à l'université de Haute-Alsace, à Mulhouse. Ensuite, j'ai poursuivi une première année de master à la Sorbonne. Depuis plusieurs années, je me suis engagé dans la politique, ça remonte à 2014, avec les élections municipales à Mulhouse. Et ensuite, j'ai tenté une première aventure aux élections législatives de 2017, en tant que candidat indépendant. Et depuis 2019, donc j'habite en Turquie, dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Alors pourquoi avoir fait le choix de la Turquie? Vous aviez des affinités particulières ou? Disons que oui, j'avais certaines attaches. J'étais plus proche je me sentais très proche du tempérament turc. Et ce qui fait que quand je suis arrivé ici, j'ai pas eu à souffrir de problèmes d'intégration ou quoi que ce soit. Et j'étais dans mon élément. Et c'est pour ça que je choisis la Turquie. Et alors aussi pourquoi parce que la Turquie, c'est un pays qui n'a jamais été colonisé. Et les gens qui n'ont pas été colonisés, ils ont une approche différente de la vie. Alors pourquoi justement, pour quelle raison avez-vous décidé de vous présenter à cette élection? Est-ce qu'il y a eu un déclic pour vous? Est-ce qu'il y a certains facteurs qui vous ont poussé, encouragé à vous présenter à cette élection? En fait, il y a deux choses. La première des choses, quand j'ai vu la première des choses, c'est déjà quand on analyse l'électorat ici, la carte électorale, on voit qu'il y a un gros potentiel. Mais on voit que ce potentiel, il est inexploité. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui a été le déclic, surtout, c'était de voir que, la dissolution, et de voir qu'il y avait personne, en face d'Habib Meyer. Parce que faut savoir que les élections législatives, ce sont des élections nationales. On peut très bien habiter en Martinique et se présenter dans le nord de la France. On peut très bien habiter à Marseille et se présenter à Brest. C'est une élection nationale. Et à longueur d'année, on voit des gens qui réagissent sur les réseaux sociaux, qui vilipendent Meyer Habib, mais là, malgré tout ça, il y a personne qui s'est présenté face à lui. Donc j'ai attendu lundi, personne, mardi, personne. Et donc du coup, je me suis dit, si personne veut aller face à lui, moi je vais y aller. Et donc j'ai fait le nécessaire. J'ai réfléchi à ça, c'était le mardi soir. Ensuite, mercredi, j'ai commencé à préparer mon dossier. Jeudi, je l'ai terminé. Vendredi, il était déposé au ministère de l'Intérieur. D'accord, donc c'est pratiquement quelque chose qui n'était pas calculé chez vous. Non. Ça s'est décidé à la dernière minute, quoi. C'est ça, exactement. En fait, c'est une élection qui est venue à la dernière minute. C'est anticipé. C'est vrai. On a tous été pris de court, et puis surtout nous, parce que nous, on est des candidats indépendants. On n'a pas des grosses machines, on n'a pas des partis qui sont derrière avec toute entre guillemets toute l'artillerie. Donc on se débrouille comme on peut, mais ça va. Déjà, le fait de déposer dans les temps, tout ce qu'on a pu faire, écrire un programme, adapter le programme, contacter tous les citoyens de la circonscription, ça va, on n'a pas à rougir. Et en ce moment, justement, les Français de l'étranger sont en train de voter. Je crois que ça se termine demain soir, c'est ça?
Alors ça a commencé mardi, donc hier à 12 heures, et ça se termine demain, jeudi à 12 heures. Donc ça c'est, il y aura toujours une possibilité de voter en consulat, dans les consulats dimanche, hein, le jour du scrutin, mais d'après l'expérience, les gens se déplacent peu, parce que très souvent les Français ils habitent pas à côté du consulat, donc pour eux aller voter, c'est prendre une journée en fait. Donc c'est des fois faire 300, 400. Moi je prends par exemple là où j'habite, je suis à 5 heures de train du consulat le plus proche. Donc c'est pas facile. Et on est plusieurs comme ça. Donc le gros du travail sera fait aujourd'hui et demain. Alors, les Français de l'étranger qui votent dans votre circonscription, cela représente combien de personnes? Vous avez des informations là-dessus? Oui, bien sûr. Nous, notre circonscription, elle est connue pour son haut taux d'abstention. Il y a 130 000 à peu près personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, entre 130 et 135 000, j'ai pas le chiffre en tête exact. Et le taux d'abstention, par exemple, là, pour les européennes, il était à 91%, je crois. Et vous pensez que pour les législatives, il y aura une mobilisation plus importante? C'est ce qu'on dit en France, c'est ce qu'on dit, mais pour les Français de l'étranger, est-ce que c'est la même chose? Je pense qu'il y aura une mobilisation un peu supérieure, c'est vrai. Mais je peux pas tabler sur ça. Mais je pense qu'il y aura une mobilisation supérieure parce que cette année, il y a Meyer Habib qui remet son couvert. Et il y a tellement de dissensions. Et puis la France traverse un moment assez particulier. Donc, chaque parti essaie d'avoir son député. Et donc, il orne sur toutes les circonscriptions. Donc, il y a un combat qui est assez acharné. Il y aura une participation supérieure. Mais après, de combien, ça, je peux pas l'évaluer. Alors, on va se pencher maintenant sur les mesures que vous défendez dans votre programme. J'en ai identifié 6 par rapport à votre communication. Donc, je vais les nommer, et puis ensuite, je vous laisserai expliquer les raisons de ce choix de campagne. Donc, la reconnaissance de la Palestine, la simplification des démarches d'expatriation, la prise en charge des rapatriements, les subventions pour les entrepreneurs expatriés, la gratuité des écoles françaises à l'étranger et un partenariat renforcé entre la Turquie et l'Europe. Alors, je vous propose qu'on aborde la question de la Palestine. Et la France. Entre la Turquie et la France, pardon. Excusez-moi. Oui, la Turquie et la France. Donc, je vous propose qu'on discute de la Palestine dans un second temps, puisqu'on aura un long temps d'échange là-dessus. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait le focus sur ces mesures, ces différentes mesures? En fait, la plupart de ces mesures, ce sont des mesures qui sont à destination des Français de l'étranger. Quand on analyse les programmes des différents partis politiques, même des différents fronts, parce que maintenant on sait très bien qu'il y a le nouveau Front populaire, il y a le Front républicain et le descendant du Front national. Dans tous les programmes, il n'y a rien sur les Français de l'étranger. Il n'y a rien sur eux. C'est incroyable. Donc on représente plus de 3 millions de personnes, plus d'1 million d'électeurs, mais rien, aucune mesure. Donc voilà, moi ça fait 6 ans que j'habite ici, ça fait 6 ans que je suis en relation avec des personnes françaises, comme moi, comme vous et moi, et 6 ans que j'échange un peu sur les parcours, que je vois un petit peu les besoins, et je vois qu'il y a un grand travail à faire sur beaucoup de choses. Et à chaque fois que il y a des demandes qui sont faites, elles sont jamais prises en compte. Donc du coup, c'est pour ça que je me focalise sur ces points-là. Après, il y a des points qui sont un peu particuliers, notamment le rapprochement avec la Turquie. Le rapprochement avec la Turquie, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui la Turquie, c'est comment dire, c'est pas le centre du monde, mais c'est quand même le point de passage entre l'Asie et l'Europe, entre la Russie et le monde arabe, entre les mers chaudes et les mers froides. C'est devenu un pôle incontournable et qui tend à devenir un pôle. Et s'écarter de ce pays qui est d'ailleurs en plus membre de l'OTAN, et je précise aussi le seul qui a envoyé des troupes au sol pour combattre Daesh, c'est important. C'est dommage. En fait, c'est dommage parce qu'on se prive d'un allié, on se prive de quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac, parce qu'on voit très bien que la Turquie, elle est très habile politiquement. On voit par exemple que la France, théoriquement, elle devrait avoir une approche d'équilibre dans de nombreux dossiers. Elle l'a pas, mais la Turquie, là, par exemple, la Turquie, elle arrive à négocier à la fois avec les Russes, à la fois avec les Ukrainiens.
elle arrive à parler avec tout le monde. Et ça, c'est une force. Et c'est une force pour la France. Parce qu'aujourd'hui, de par les politiques françaises qui ont été menées, je pense notamment en Afrique, mais pas que, aujourd'hui, l'image de la France, elle a été très durement impactée. Aujourd'hui, il y a des endroits, des pays complets, des régions complètes, des sous-régions complètes, où on veut plus entendre parler du mot France. Et faire des partenariats stratégiques avec la Turquie, ça peut permettre d'améliorer l'image de la France. Et quand on dit améliorer l'image de la France, ça veut dire aussi améliorer l'image des entreprises françaises et développer l'économie française. Alors vous parliez justement de ces Français de l'étranger que la plupart des partis ont délaissé. On observe dans votre programme des mesures assez concrètes à destination de ces Français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplifier les démarches d'expatriation, alors prise en charge des rapatriements, subventions pour les entrepreneurs expatriés, gratuité des écoles françaises à l'étranger. Donc il y a 4 mesures sur 6 qui concernent des éléments concrets. Voilà. Bien sûr. La gratuité des rapatriements, c'est pas normal qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand on est citoyen français, qu'on est quand même dans le top 10 officiellement, dans le top 10 des nations, c'est pas normal que quand on est français, qu'on ait un problème à l'étranger, qu'on doive payer des sommes relativement très élevées pour être rapatrié. Ça, c'est pas normal. Ça, ce qui a attiré mon attention par rapport à ça, c'est qu'en 2020, on a eu la crise du Covid. C'est une crise qui était très dure. Et je me rappelle, vous vous rappelez sûrement aussi, tout était paralysé, tout était devenu compliqué. Et une fois, il y a un citoyen turc qui est tombé malade dans l'est de la France. La Turquie, elle a réussi à dépêcher un avion ambulance pour le rapatrier. Alors moi, j'ai réfléchi, la Turquie, en fonction des classements, on la classe entre la 13e et la 17e puissance mondiale. Le PIB est 2 fois inférieur à la France, à celui de la France, avec plus d'habitants en plus. Comment la Turquie, un pays objectivement plus faible que la France, arrive à rapatrier ses citoyens quand ils ont un problème en France? Comment la France n'arrive pas à rapatrier ses citoyens? Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que aussi en 2023, on a eu un terrible séisme ici en Turquie. Il y a 8 Français qui sont morts, il y a eu des dizaines de Français qui ont été impactés. Aucune communication de Matignon, aucun travail n'a été fait. Moi, j'ai des Français de la région qui m'ont appelé. Un, il me dit la maison de ses parents, elle s'est écroulée sur les parents, donc les parents n'ont rien eu, mais il fallait les rapatrier. Le consulat n'a rien pu faire. Et encore une fois, j'aimais pas la cause sur le consulat parce que les autorités consulaires à l'étranger travaillent très bien. J'ai une autre personne qui m'appelle, la maison elle s'est écroulée sur lui, donc lui il a rien eu, mais il y avait le bébé à côté. Il a appelé le consulat, sa famille a fait des pressions au ministère des Affaires étrangères. La seule chose qu'on a trouvé à lui dire 4 jours plus tard, c'est un SMS, ça va, vous allez bien? Donc aujourd'hui, je peux vous dire que l'image de la France, de ce citoyen français, fortement détériorée, très très fortement détériorée. Il dira des choses que je ne vous dirai pas. Mais voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une incapacité de mobilisation pour les Français. Et c'est urgent parce que toute la circonscription, elle est dans une zone sismique. Ça veut dire qu'en Italie, on est sur du sismique. En 2009, il y a une Française aussi qui est morte. Chypre, tous les 30-40 ans, on attend un gros tremblement de terre. Le dernier, c'était en 96. Donc, il y a un gros tremblement de terre qui est imminent. Istanbul, entre 10 et 15 000 Français qui vivent sur le pourtour d'Istanbul. Ce sont des gens qui... le jour où il y a le gros tremblement de terre qui est attendu depuis des années à Istanbul, que va faire l'État français pour ces gens-là? Qu'a prévu l'État français? Quelles mesures ont été pensées? Parce que gouverner, au bout d'un moment, c'est prévoir. Et qu'est-ce qui a été prévu? On a l'impression que rien du tout. La preuve, on l'a vu en 2023 avec le séisme dans le sud-est de la Turquie. Vous attribuez ça à quoi? Ce désintérêt de la France pour ses ressortissants à l'étranger? Vous le comprenez comment, en fait? On le comprend comme un désintérêt, en fait. On comprend que il y a un désintérêt de l'État vis-à-vis de ses ressortissants. Parce qu'on se rend compte quand même que quand il y a des gros, par exemple, quand il y a des coups d'État ou quand il y a des changements de régime, quand il y a des épreuves assez difficiles, on arrive quand même à rapatrier les gens qu'on veut. C'est-à-dire les riches entrepreneurs en Côte d'Ivoire, quand c'était chaud en Côte d'Ivoire en année 2003-2004, opération Licorne, on a vu les hélicoptères de l'armée française rapatrier les chefs d'entreprise. Mais monsieur et madame tout le monde, on a l'impression que s'il meurt, c'est pas grave, c'est la faute à pas de chance, quoi. D'accord. Alors, votre candidature, David Bizet, a tout de même surpris pas mal de monde, puisque vous êtes connu depuis de nombreuses années sur les réseaux sociaux pour encourager fermement vos compatriotes, notamment de confession musulmane, à quitter la France, à s'expatrier, pour des raisons liées essentiellement à l'islamophobie.
à rentrer donc en rupture avec la France, qui ne mériterait pas, donc en raison du mépris qu'elle leur exprimerait concernant cette islamophobie, qui ne mériterait pas leur contribution, leur énergie, leur investissement, leur argent, etc. Alors comment expliquez-vous et comment conciliez-vous cette forte contradiction entre cette position et votre engagement pour être le représentant parlementaire des Français de l'étranger? Il n'y a aucune contradiction. Ça fait des années qu'on dit aux gens partez vivre à l'étranger, devenez des Français de l'étranger en quelque sorte. Là, aujourd'hui, je me présente pour les élections des Français de l'étranger. Donc il y a aucune contradiction. Après, oui, il faut pas servir des gens qui nous font du mal. C'est normal. C'est de la même manière que mon grand-père est résistant, il n'a pas servi les collaborateurs. C'est tout à fait pour des raisons tout à fait évidentes. Et je vois pas de contradiction en fait. Pour moi, je vois pas de contradiction. C'est-à-dire, on dit au moment, on a un discours de dire que en France, on peut pas faire ce qu'on veut. Eh ben, partons s'établir ailleurs. Et voilà. Donc c'est pas une rupture avec la France que vous preniez. On pouvait quand même comprendre parfois. Oui. Si j'avais voulu une rupture avec la France, j'aurais écrit une lettre au ministère de l'Intérieur, j'aurais dit enlevez-moi de la nationalité française. Je reste français, et je suis français pas par l'immigration, je suis français parce que je suis un français de souche, entre guillemets. Donc je vais pas faire ce plaisir à certaines personnes d'enlever ça. Après, je suis français, j'ai du mal à en être fier compte tenu du contexte actuel, mais je suis culturellement français, je pense comme un français, je réfléchis comme un français, j'ai été à l'école française. Donc je ne peux pas me détacher de cette identité. D'accord. Alors, revenons maintenant sur le cas Habib Meyer. Vous aviez exprimé de manière humoristique dans un de vos tweets que le meilleur gagne et que le meilleur perde. Donc voilà. Alors quel bilan, c'est la première question que je vous poserai sur le cas Habib Meyer. Quel bilan tirez-vous de son mandat de député de l'étranger, en fait, alors que vous-même vous vous présentez quand même comme une alternative à sa candidature, hein? Bien sûr, bien sûr. La seule alternative qui est un programme pour les Français de l'étranger et qui veut représenter tous les Français de l'étranger, ça c'est important. Parce qu'à l'heure où je parle, tous les candidats qui sont en train de se bagarrer un petit peu pour le poste, ils sont tous à Tel Aviv actuellement, à l'heure où je parle. Hein. Vous pouvez vérifier sur Twitter, hein, ils sont en train de préparer leur café apéro, café conférence, ils sont tous à Tel Aviv. Alors quel bilan vous tirez du mandat de Meyer? Meyer Habib, c'est quelqu'un qui a été très absent. Il a été absent dans tous les dossiers concernant les Français de l'étranger. On ne l'a pas vu pour les problèmes des retraités, français qui sont établis en Italie ou qui sont établis en Grèce. Une fois, il s'est mobilisé sur ces dossiers-là. Donc aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers de retraités qui subissent en fait une double imposition qui est contraire au droit européen, parce que ce sont des gens qui ont cotisé toute leur vie en France et qui passent leurs vacances dans un pays dans lequel ils n'ont jamais rien coûté et dans lequel ils contribuent, et on leur demande de payer des impôts. Donc on l'a pas vu intervenir sur ce dossier-là. On l'a pas vu intervenir pour soutenir moralement ou faire quelque chose pour les Français qui ont eu un problème dans le tremblement de terre en 2023. On a vu intervenir nulle part en fait. La seule fois où on l'a vu intervenir, c'est pour sortir un trafiquant de drogue franco-israélien de prison. Voilà. C'est la seule fois où il a intervenu, où il a fait quelque chose. On l'a vu parler à l'Assemblée nationale, on l'a vu écrire des courriers, on l'a vu sensibiliser des ministres. C'était pour sortir de prison un dealer de drogue. Voilà. Franco-israélien. Donc c'est quelqu'un qui a brillé par son absence, c'est quelqu'un qui est objectivement le porte-parole du Likoud en France. Ça veut dire c'est même pas un simple franco-israélien, c'est pas le seul franco-israélien de l'Assemblée nationale, mais c'est quelqu'un qui qui a une adhésion totale au projet donc de l'extrême droite israélienne. C'est quelqu'un qui véhicule ce projet à l'Assemblée nationale, qui véhicule toute une propagande. Et donc il faut empêcher cela en fait. Ça c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas plus revoir. Et les gens, moi, je reçois des mails tous les jours, de nos compatriotes, et ils me disent, ils en ont marre de lui, mais voilà. Sur votre page Twitter, il y a certains internautes vous ont reproché un peu en disant que Habib Meyer, comme vous l'expliquiez très justement, était le relais de la politique israélienne en France, et était beaucoup plus fervent à défendre cette politique que les intérêts français. Certains ont dit que vous étiez un peu l'équivalent, alors je parle pas sur la question de la Palestine,
mais je parle sur le rapport avec un État étranger, on va dire, concernant la Turquie. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de critique? Là, la première chose, c'est que moi, je suis pas un binational. Je suis pas franco-turc, je suis franco-français. Je peux légalement, je ne peux pas légalement être un agent turc. Contrairement à Habib Meyer, qui lui est double national et qui a exercé une fonction officielle pour laquelle il a été rémunéré, de conseiller du Premier ministre Netanyahou. Ça peut pas être mon cas. Parce que en Turquie, pour être fonctionnaire, il faut avoir la nationalité turque. On peut pas être fonctionnaire si on n'a pas la nationalité turque. Donc, de facto, je ne peux pas être un agent turc. Voilà. Je pense que ça suffit, non? Oui, vous disiez que vous étiez au service de tous vos compatriotes français et pas seulement d'une frange. Bien sûr. Ce que vous disiez sur votre page Twitter. Exactement, parce que moi, mon objectif, par exemple, c'est de résoudre les problèmes de ces retraités en Italie. C'est un gros problème. Mon objectif aussi, c'est qu'il y ait des préparatifs pour les... J'aimerais bien qu'il y ait un plan d'urgence séisme pour rapatrier nos compatriotes. Surtout ceux du Portour d'Istanbul, parce qu'effectivement, c'est là où il y a 15 000 Français qui sont dans une zone très sismique avec un tremblement de terre qui est imminent, mais bien sûr qui s'étalerait à tous les pays de la circonscription. Parce qu'aujourd'hui, voilà, si demain il y a un gros tremblement de terre, qu'est-ce qui va se passer? Rien n'est prêt. Et croyez-moi, à Istanbul, le jour où ça va taper, c'est pas 8 Français qu'on va perdre, c'est beaucoup plus. Donc il faut agir. Et moi, je veux agir dans ce sens-là. Moi, je vais pas faire de différence entre quelqu'un, dire lui, il vient de tel endroit, lui, il est de tel endroit, lui, il pense telle chose, lui, il fait telle chose. Moi, je serai l'élu de toute la circonscription. Donc, je vais pas discriminer le peuple. Alors, il y a quand même une grande différence, il y a quand même quelque chose qui vous différencie de manière très nette avec Habib Meyer, c'est la question de la Palestine. Donc vous défendez dans votre programme, donc c'est la première mesure, la reconnaissance de la Palestine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vous voulez dire, étant donné que cette démarche de reconnaître la Palestine aurait plutôt tendance à relever de la diplomatie et donc de la présidence et pas d'un parlementaire. À quoi vous engagez vous concernant cette reconnaissance de la Palestine si vous êtes élu? En fait, il y a deux choses. Bien sûr que c'est un acte diplomatique et que c'est l'État qui gère ces choses-là. Mais il y a rien qui interdit comment ça s'appelle, les parlementaires d'agir en ce sens. On l'a vu pendant la campagne. Malheureusement, à LFI, dès que la campagne s'est arrêtée, et comme on le pensait, malheureusement, on les entend plus parler de ça. Bon, peut-être qu'ils en reparleront après, on espère pour eux. Mais pour être honnête, juste pour être honnête sur ce point, le nouveau Front Populaire, c'est pas seulement LFI, et voilà, le programme du nouveau Front Populaire n'est pas le programme de LFI. Il y a eu des tensions avec d'autres formations pour être impartial par rapport à cette question-là. Voilà. Bien sûr, je vous laisse continuer. Non, vous avez tout à fait raison de le préciser. Mais bon, tout de même, quand pendant 6 mois on nous a martelé matin, midi et soir Gaza, puis à la fin on a un programme de 105 pages avec la mention de 9 fois Gaza qui tiennent sur une seule page, la page 89 pour être exact. On a en droit quand même au moins d'en sourire ironiquement. Mais il faut mettre des pressions, diplomatiques, parce que les députés, c'est à ça que ça sert. Hein. Moi, par exemple, si je suis élu de la République, de la 8e circonscription, j'ai tout à fait le droit de rentrer en Israël et de faire entendre ma voix et de faire ce que j'ai à faire, de faire mon travail de parlementaire. Parce que les parlementaires, c'est à ça que ça sert aussi. Ça sert un peu à... C'est pas juste pour s'asseoir sur un siège, toucher son salaire, et voilà, la moitié du temps absent. Non, c'est l'engagement. Je pense qu'il faut s'engager. En plus, moi, j'ai promis des mesures très fortes pour la Palestine. J'ai promis, en tout cas, non, je peux pas promettre, mais en tout cas, moi, je m'engagerai corps et âme pour la reconnaissance de l'État palestinien parce que c'est la condition sine qua non pour établir la paix dans la région. Ensuite, je m'engage à combattre l'antisémitisme, ça c'est très important. Mais une des manières de combattre l'antisémitisme, c'est justement, on doit s'opposer aux personnes qui ternissent l'image du peuple juif. Et moi, je suis désolé, quand vous avez un Habib Meyer qui siège à l'Assemblée nationale, nos compatriotes qui sont pas juifs, ils se disent, est-ce que si juif, c'est ça, ça peut être une cause de montée d'antisémitisme. Donc, empêcher les soutiens du Likoud de rentrer à l'Assemblée nationale, c'est lutter aussi contre l'antisémitisme.
très clairement. Et il faut pas. D'accord. Donc vous avez une méthode particulière pour lutter contre l'antisémitisme, c'est-à-dire vous dites que Voilà. les relais de la propagande israélienne en France Bien sont sûr. des ferments qui augmentent l'hostilité, étant donné le génocide Totalement. de l'armée israélienne Totalement. en Palestine, tous ces civils qui meurent. Pour vous, ce type d'acteurs politiques sont un facteur objectif de développement de l'antisémitisme, et il faut donc Bien sûr, empêcher bien ce sûr, type bien d'acteurs sûr. de parler. D'accord. Exactement, exactement. Il faut protéger le peuple juif de ces extrémistes. Il faut, c'est pour ça qu'il faut à tout prix faire en sorte que les représentants, enfin les gens qui vont défendre le Likoud ne prennent pas ce siège à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, plus de 60% des Israéliens, ils veulent plus entendre parler du Likoud au pouvoir, donc il faut écouter aussi la voix du peuple israélien, et il faut se battre contre les extrémistes du Likoud. Et pourquoi j'ai dit les extrémistes? Parce qu'on dit toujours Meir Habib, mais en fait, cette année, il n'y a pas un Meir Habib, cette année, il y en a au moins 5. Il y a le Meir Habib, l'original, donc apparenté LR, mais en vérité avec le Rassemblement national. On a le Meir Habib DLR, donc Madame Assouline, hein, qui est à la mairie de Paris. On a le Meir Habib de Reconquête, qui s'appelle Monsieur Bensoussan. On a le Meir Habib de gauche, le Meir Habib de Renaissance, qui s'appelle Madame Yadan, pardon. Donc, c'est 5 personnes qui se bagarrent, mais pour la même chose. Défendre Israël à l'Assemblée nationale. Défendre la politique du gouvernement d'extrême droite israélien à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai pas un meilleur à combattre, j'ai 5 meilleurs à combattre, et il faut parvenir à les enlever de ce siège. Alors vous qui militez pour un rapprochement de la France avec la Turquie, toujours sur cette question palestinienne, quel regard vous portez sur la politique palestinienne de la Turquie? Je vous pose cette question parce que beaucoup de monde ont exprimé des critiques, y compris en Turquie, hein, y compris même dans le camp conservateur, qui est le camp politique d'Erdogan, des critiques contre la normalisation turque avec Israël, puisque la Turquie a des relations diplomatiques et commerciales avec Israël, y compris pendant le génocide toujours en cours. Est-ce que vous êtes déçu par cette politique de la Turquie, cette politique de la question palestinienne par la Turquie? Non, pas du tout. En fait, vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'expriment, mais ils ont ni les tenants ni les aboutissants. Déjà, dès le début de la crise à Gaza, que beaucoup qualifient de génocide, qu'on qualifie de génocide, déjà les exportations vers Israël ont baissé de 42% juste le premier mois. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut voir qui achète quoi et qui vend quoi. Faut savoir que tout ce qui rentre en Palestine, la Palestine n'a pas de port. N'a pas de port. Donc tout ce qui va aux Palestiniens, ça rentre par Israël. Et ça rentre par des personnes qui ont la nationalité israélienne, mais qui sont des Arabes. Par exemple, le premier importateur de fer en Israël, c'est un Arabe. C'est un Arabe israélien. Donc c'est un Palestinien. Et c'est lui qui captait les gros départs de marché en Israël. Et c'est justement grâce à lui que la pression urbaine était atténuée pour les Palestiniens. Parce qu'il faut savoir que le conflit israélien, israélo-palestinien, il y a le côté militaire, il y a le côté économique, et il y a le côté foncier. Et vous savez très bien que les Israéliens, ils essaient toujours d'acheter plus, et ils mettent des pressions sur le foncier de manière à faire céder les Palestiniens pour qu'ils partent. Ces hommes d'affaires-là, de nationalité israélienne, mais qui sont palestiniens, le fait qu'ils avaient du fer turc de bonne qualité, puis en plus moins cher, ça permettait donc aux Palestiniens de construire moins cher et de pas céder à la pression foncière. Donc voilà, il faut savoir qui fait quoi en fait. C'est pas juste une question de passeport Israël, Turquie, Israël. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'Israël c'est un État qui est pirate. Moi je m'étonne depuis des années. Israël c'est un pays qui a très peu d'agriculture, très peu d'agriculture. Mais chaque année sur les rayons des supermarchés, on voit provenance Israël. On a l'impression qu'ils inondent l'Europe, mais alors qu'ils ont rien du tout. Donc, voilà. Moi, je suis pas expert en commerce international, mais je peux vous dire qu'il y a des marchandises qui sont officiellement made in Israël, mais qui en vérité viennent de Turquie. Ça, je l'ai constaté dans le marbre, parce que je suis désolé, il y a pas 50 marbreries en Israël. Par contre, vous avez sur la côte est américaine, vous avez du marbre made in Israël partout.
Donc vous voulez dire que c'est des produits qui viennent d'ailleurs, mais que les Israéliens étiquettent comme étant des produits israéliens. D'accord. C'est même pas qu'ils les étiquettent, c'est qu'ils mettent des pressions, parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne aussi, le commerce international. Dans les ports, il y a effectivement les lois, etc. Mais dans les ports, on a ce qu'on appelle des syndicats, et c'est les syndicats qui font entrer la marchandise. Quand vous avez un syndicat de dockers qui dit ta marchandise, on la rentre pas, ta marchandise, elle rentre pas. Et quand vous avez des lobbies sionistes qui alimentent ces dockers et qui disent tout ce qui est pour tel produit, tout ce qui est made in temps, tu prends pas, il faut que ça soit made in Israël. Là, vous vous retrouvez avec des hommes d'affaires qui sont obligés de faire transiter leurs marchandises officiellement par Israël. Des fois, elles transitent même pas, hein, c'est juste un changement d'étiquette pour se retrouver, pour pouvoir écouler leurs marchandises. Donc, on a affaire à un État pirate et des choses sont plus complexes en fait. Et d'ailleurs, on le voit même quand la Turquie a rompu totalement, de manière unilatérale, ses transactions avec Israël. Ben, on a vu déjà les premiers qui se sont attristés de ça. Ben, c'était justement les hommes d'affaires israélo-palestiniens, parce qu'ils pouvaient plus importer de fer israélien. Ils disent ben, là, du coup, maintenant, on va prendre du fer américain, on va payer plus cher. Les Palestiniens vont payer plus cher. Première chose. Et deuxième chose aussi, ben, on a vu les magouilles en temps réel, parce qu'avant c'était des changements d'étiquettes. Maintenant, c'est des bateaux qui font semblant d'aller en Grèce et puis qui vont en Palestine, enfin qui vont en Israël, pardon. Donc c'est. Alors ça c'est pour le volet commercial, mais il y a aussi le volet politique. On voit quand même qu'il y a un certain nombre de pays. Bon, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël. Enfin, n'a pas de relations diplomatiques, pardon, avec Israël. Le Sénégal prend un peu le même chemin. Alors, juste pour terminer la question, le Sénégal qui vient de changer de gouvernement, donc est en train de prendre cette voie diplomatique. On a vu aussi beaucoup de pays en Amérique latine qui sont sur cette voie-là. Est-ce que vous pensez tout de même pas que, étant donné la position en termes de discours du président Erdogan, qui a toujours été assez virulent pour condamner Israël, etc., mais que cette position ne se traduit pas sur le plan politique et diplomatique avec les relations de la Turquie avec Israël, étant donné ce qui se passe également, est-ce que vous pensez pas que la Turquie pourrait aller plus loin dans ses sanctions contre Israël, politiquement parlant, je parle? Bah, c'est pas le sujet de mon élection, hein. Non, mais par rapport au rapprochement entre la Turquie et la France et par rapport à la question de la Palestine que vous défendez. C'est de ce biais-là, je veux dire. D'accord. Ben, en fait, la Turquie, elle a toujours voulu mobiliser sur cette question-là. En fait, ce qui s'est passé, ça, on peut faire un cours même sur ça, sur l'histoire des relations turco-palestiniennes et turco-israéliennes. Mais en fait, la Turquie, elle a jamais changé. Elle a jamais changé de ligne directive. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, on a vu l'effondrement du bloc arabe. Donc, de fait de l'effondrement du bloc arabe, la voix de la Turquie est devenue plus audible. La Turquie a toujours été pour une solution à deux États. La Turquie a toujours soutenu la Palestine. Elle a reconnu la Palestine dès 88. Elle a accueilli des délégations de l'OLP dès les années 70. Elle a pas, comment dire, elle a jamais varié en vérité. Il y a eu, c'est vrai, dans les années 90, un peu un changement parce qu'on avait une dictature, enfin, pas une dictature militaire, mais les gens de l'appareil militaire qui après ont commis un coup d'État d'ailleurs. Ces gens-là se sont rapprochés effectivement militairement d'Israël. Il y a eu un rapprochement militaire au moment des années 90, mais après voilà, ça n'a plus lieu d'être, ça n'existe plus. Donc, en fait, la Turquie n'a pas changé en fait. Elle n'a pas changé par rapport à ça. Ce que la Turquie dit, c'est que elle peut pas faire quelque chose toute seule. Elle est raisonnable. La Turquie, elle va pas, comment dire, risquer. Déjà, elle vit dans un milieu qui est assez sensible. Tous les pays qui sont autour d'eux, ce sont soit des pays hostiles, soit des pays en guerre. Je rappelle que la Turquie, on est entouré de la Syrie, donc 882 km d'un pays en guerre, l'Irak, qui sort d'une longue guerre et puis toujours avec des milices qui sont présentes. Et encore tous les jours, la Turquie bombarde le nord de l'Irak, les milices indépendantistes du PKK, marxistes du PKK. L'Arménie qui est en conflit avec l'Azerbaïdjan. On a la Géorgie qui est en conflit avec la Russie. On a une frontière maritime, la mer Noire, avec la Russie et l'Ukraine. De l'autre côté, à l'ouest, c'est pas mieux. C'est les Grecs qui sont dégoûtés d'avoir été colonisés, entre guillemets, c'est leur terme, hein, par les Turcs pendant 400 ans, et qui sont toujours là, embêtés pour 3-4 îlots où ils habitent même pas à 800 km de leur capitale. Voilà, la Turquie, elle est entourée de ça. On n'est pas en France, hein. On n'est pas entouré de la Belgique, de l'Espagne, de Andorre et du Liechtenstein, hein. On est dans un pays où tout est dur. Donc, la Turquie, dans ce contexte-là, elle va pas se risquer de s'avancer toute seule, et quitte à perdre tout ce qu'elle a. Surtout qu'à chaque fois que la Turquie s'avance, elle est jamais soutenue. La Turquie s'avançait en Libye, personne l'a soutenue. Elle s'est avancée en Syrie, personne l'a soutenue. Donc, du coup, au bout d'un moment, l'état-major turc,
Pourquoi ils s'avanceraient en Palestine? Pour que tout le monde regarde et puis mettre des tweets à la fin. C'est pas des tweets qui vont faire avancer des choses. Donc, effectivement, la Turquie, elle avance mesurée, elle veut faire des choses, mais elle peut pas les faire toute seule, elle en est consciente. Elle n'est pas suicidaire, elle est l'héritière d'une grande, tradition militaire. Faire des choses, militairement parlant, elle peut faire beaucoup de choses, mais se lancer en guerre contre Israël, qui est une puissance nucléaire, soutenue par les États-Unis, avec l'Europe à côté, les Russes en guet-apens, qui sont de faux alliés, la Turquie ne peut pas faire tout toute seule. Mais la Turquie pousse à ça. Alors, si le Rassemblement national, qui est pronostiqué comme risquant, étant positionné pour remporter potentiellement ce scrutin législatif dimanche, enfin le premier tour, parce que c'est un scrutin en 2 tours, si le Rassemblement national passe en France, quelles seraient, selon vous, les conséquences pour les Français de l'étranger et pour la politique étrangère de la France? Ça, c'est assez intéressant parce que la politique étrangère de la France, dans le débat qu'il y a eu hier, ils en ont pas parlé, personne n'en a parlé. Donc, ils sont là, ils se sont bagarrés un peu sur les chiffres, etc. Mais personne n'a parlé de politique internationale. Forcément, il y aura un rapprochement avec la Russie. Et, de facto, s'ils se rapprochent de la Russie, ils seront obligés de mettre de l'eau dans leur vin avec la Turquie. Parce que la Turquie, aujourd'hui, c'est le seul, c'est pas le seul, mais je veux dire, si, c'est un des seuls pays qui arrive à faire du commerce avec la Russie. Donc, je pense qu'on va avoir un changement vis-à-vis de ça. Après, vous savez, le Rassemblement national, c'est beaucoup de pieds noirs frustrés. Donc, forcément, ils vont un peu serrer la vis avec l'Algérie. Sur la question du Maroc, je sais pas, parce que je sais qu'ils sont divergents entre eux. Pour le reste du monde, on sait pas trop, en fait. On sait pas trop parce qu'ils ont jamais été aux responsabilités. Ils ont toujours des programmes alambiqués. Ils disent toujours des choses, mais une fois qu'ils sont aux responsabilités, finalement, ils sont un peu comme les autres, ils font le contraire. Donc, moi, je pense pas qu'on va avoir de difficultés en tant que Français de l'étranger. Si, effectivement, on a une politique où on voit que, par exemple, il y a une ostracisation de la société, où on voit qu'il y a une volonté de manifeste de nuire à telle ou telle origine, effectivement, les ressortissants français situés dans ces pays-là peuvent subir des contreparties. Par exemple, si on a d'un coup, je sais pas moi, ils veulent fermer tous les visas, par exemple avec l'Algérie et le Maroc, peut-être que le Maroc serait tenté de dire, nous, on supprime les visas pour vos retraités qui habitent ici. C'est possible. Après, c'est pas dans ma circonscription. Les binationaux, les binationaux qui sont dans le collimateur du RN, vous avez des franco-turcs dans votre circonscription. Est-ce que voilà, c'est de la poudre de perlimpinpin, ça. C'est pas. Non, c'est pas crédible. C'est pas crédible parce qu'il faudrait qu'ils enlèvent tous les franco-israéliens. Donc c'est pas crédible. Bah oui, parce que c'est des binationaux eux aussi. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes de contre-espionnage, c'est des franco-israéliens. Donc ils seraient obligés de plus mettre de franco-israéliens dans l'enseignement, ça m'étonnerait. Très sincèrement. Donc voilà, c'est pour amuser la foule, pour qu'ils se bagarrent, pour qu'ils aillent voter dimanche. Mais je veux dire, c'est pas techniquement possible. Merci David Bizet, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes candidat pour représenter les Français à l'étranger dans cette 8e circonscription avec comme suppléant Najib Azergui, face donc à Habib Meyer. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, à décocher la petite cloche pour recevoir nos notifications et à poursuivre cet échange dans notre fil de commentaires. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien sur Mizen TV.